Bonjour et bienvenue à nouveau à notre cours en ligne sur la gestion des risques pour les tours opérateurs. Dans ce cours, nous allons parler d'évaluation des risques et nous allons commencer par expliquer en quoi consiste une évaluation des risques, pour ensuite détailler les 5 étapes d'une évaluation des risques normative. Ensuite, nous parlerons du prochain travail à remettre et présenter les éléments de référence qui ont servi à constituer ce cours. Vous vous souviendrez certainement que nous avons présenté les différentes parties d'une évaluation des risques normative lors du cours 1. L'évaluation des risques est la première partie du système normatif de gestion des risques. Dans l'évaluation des risques, il faut analyser et voir ce qui pourrait mal se passer dans nos voyages. Donc, qu'est-ce qu'une évaluation des risques? Une évaluation des risques consiste à détecter et évaluer les risques de vos voyages. Pourquoi devriez-vous le faire? Être conscient des risques peut aider à limiter le nombre d'accidents. Si vous êtes conscient du risque, vous pourrez trouver des moyens de le réduire. Passons en revue maintenant les 5 étapes de l'évaluation des risques. Première étape, quels sont les risques? La première étape consiste à déterminer quelles activités au sein de vos voyages pourraient aboutir à des accidents. Donc ici, il s'agit d'identifier les risques. Pour ce faire, il faut prendre en compte le voyage dans sa globalité et détecter tous les différents risques. Commençons par un exemple d'un voyage très simple. Ça commence par la récupération de vos clients à l'aéroport. Ensuite, vous allez les conduire vers un magnifique site pour une visite pédestre de 2 heures et finalement, vous allez conduire vos clients à un hôtel où ils vont passer la nuit. Maintenant, regardons ce voyage plus en détail. Et plus précisément, la première étape qui consiste à récupérer les clients et les conduire. Cette partie du voyage implique récupérer les clients à l'aéroport et ensuite les conduire durant 3 heures. Donc, quels sont les différents risques à ce stade? Voici certains exemples. Un client oublié. Un client pourrait avoir été oublié à l'aéroport parce que le guide l'a oublié. Des bleus. Un client peut se faire des bleus dans le véhicule car la route est longue et cahoteuse et si par exemple il ne porte pas de ceinture de sécurité. Un accident de voiture. Un accident de voiture, quant à lui, peut arriver en raison des conditions climatiques difficiles, les véhicules dangereux, les routes dangereuses, etc. Et finalement, le chauffeur pourrait se perdre et ne pas trouver la destination parce qu'il ne connaît pas très bien le chemin. La déshydratation. Un client pourrait oublier de boire et par conséquent souffrir de déshydratation, etc., etc. Qu'en est-il de la seconde partie du voyage? Elle implique de sortir du véhicule, 2 heures de marche, déjeuner au bord de la rivière, puis retourner au véhicule. Quels sont les différents risques et étapes? Certains exemples sont les coups de soleil. Un client pourrait attraper un coup de soleil ou tomber par terre. En trébuchant en raison d'un sol caillouteux ou irrégulier, se perdre. Un client pourrait se perdre en s'éloignant trop du groupe. Ou, un exemple plus dramatique, la noyade. Un client pourrait se noyer dans la rivière, etc. Étape 2. Ces risques sont-ils acceptables? Ensuite, il nous faut une méthode pour y répondre. Les risques que nous avons identifiés précédemment sont-ils acceptables? Ce système devrait donc se baser sur 2 questions. Tout d'abord, quel est le degré de probabilité du risque? Si le risque est souvent une réalité, il est réputé à forte probabilité et on lui attribue la valeur maximale de 3. Donc par exemple, les coups de soleil. Dans certains pays, les clients souvent souffrent de coups de soleil. Si le risque est parfois une réalité, il est réputé de probabilité moyenne et on lui attribue la valeur de 2. Donc par exemple, dans certains pays, les clients parfois trébuchent sur un sol irrégulier. Si le risque devient réalité, mais simplement très rarement, donc c'est très peu probable, on dit qu'il y aura un risque à faible probabilité, on lui attribuera la valeur de 1. Donc par exemple, des clients qui décèdent. La deuxième question concerne la gravité du risque. Si, lorsque le risque devient réalité, il y a des blessures mettant en danger la vie d'autrui ou un haut degré de désespoir pour le client, on va dire que le risque est de gravité élevée et on lui donnera la valeur de 3. Un exemple évident serait dans le cas où un client décéderait. Si
lorsque le risque devient une réalité, un docteur est requis ou le client devient assez mécontent, on dit que la gravité du risque est moyenne et on lui donnera une valeur de 2. Par exemple, le client attrape un rhume. Si, lorsque le risque devient réalité, il y a de légères blessures ou un peu de mécontentement, alors on dira que ce risque est de faible gravité et on lui donnera une valeur de 1. Donc ça pourrait être par exemple un client qui glisserait sur un sol irrégulier. Donc encore une fois, ces risques sont-ils acceptables? Pour le savoir, nous allons simplement ajouter la gravité à la probabilité. Démontrons ceci par le biais d'un exemple. Prenons le cas d'un client qui trébucherait sur un sol irrégulier. Disons qu'il s'agit d'une gravité faible. Le client ne va en être que légèrement mécontent, et donc la gravité aura une valeur de 1. Et ensuite, disons que la probabilité est moyenne, car trébucher arrive parfois dans le tourisme d'aventure. Donc nous donnons à la probabilité une valeur de 2. Gravité plus probabilité, 1 plus 2, on obtient 3. Donc, le risque est-il ou non acceptable? Que signifie 3? Eh bien, si la gravité plus la probabilité est égale à 1 ou 2, le risque est acceptable. Si la gravité plus la probabilité équivalent à un total allant de 3 à 5, le risque est potentiellement acceptable. Si la gravité additionnée à la probabilité sont égales à 6, le risque est inacceptable. Et donc, qu'est-ce que cela signifie dans notre exemple? Un client trébuchant sur un sol irrégulier est un risque potentiellement acceptable. Donc maintenant que nous avons un système en place pour peut-être être capable de voir si un risque est acceptable ou non. Passons à l'étape 3. Étape 3, comment analyser les risques? Pour analyser le risque, vous devez utiliser le système de l'étape précédente. Donc répondez aux questions suivantes pour chacun des risques identifiés. Quelle est la probabilité du risque? Quel est le degré de gravité du risque? Le risque est-il acceptable? Continuons maintenant avec un exemple précédent. Nous avions identifié certains risques, évaluons à présent la gravité, la probabilité et si le risque est ou non acceptable. Mais il est important de garder à l'esprit qu'ici nous évaluons le risque avant la gestion des risques et avant toute autre règle formelle qui vont s'appliquer pour réduire ces risques. Pour rappel, je vous remets la grille ou la clé d'évaluation des risques ici. Passons en revue le premier exemple. Un client pourrait être oublié à l'aéroport. Disons que le risque est d'une gravité moyenne, car il est probable que ce client soit passablement mécontent de cela. Donc on va lui attribuer une valeur de 2 pour la gravité. Et disons que le risque est d'une probabilité moyenne. Ce genre de choses peut arriver parfois s'il n'y a pas de procédure formelle en place pour l'éviter. Donc on lui attribuera une probabilité de 2. Le risque est-il acceptable? 2 plus 2 égale 4, ce qui rend ce risque potentiellement acceptable. Passons au deuxième exemple maintenant. Un client peut se faire des ecchymoses dans la voiture. Considérons que ce risque est de faible gravité parce que les bleus, généralement, ne requièrent pas l'intervention d'un médecin. Et ce client ne sera que légèrement mécontent à cause de cela. Donc on va lui donner une gravité de 1. Maintenant la probabilité. Les bleus arrivent parfois, et en particulier si nous n'avons pas de règles en place pour les éviter. Donc le risque est de probabilité moyenne. Nous allons lui attribuer une probabilité de 2. 1 plus 2 égale 3. Donc encore une fois, le risque est moyennement acceptable. Troisièmement, un accident de voiture qui pourrait arriver. Ce risque est d'une gravité élevée car les conséquences potentielles sont susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui, du personnel et des clients. Donc on va lui donner une valeur de 3. Disons maintenant qu'une voiture accidentée est d'une probabilité moyenne. Cela arrive parfois dans bon nombre de pays. Nous allons donc lui attribuer une valeur de 2. Donc 3 plus 2 égale à 5. Donc ce risque, lui aussi, est potentiellement acceptable. Mais comme vous pouvez le voir, il est moins acceptable que les deux premiers risques, dès lors que 5 est la valeur la plus élevée. Maintenant, il est important de savoir que ces valeurs peuvent toutes différer en fonction de vos pays et de vos voyages. Ceci n'est qu'un exemple d'évaluation des risques d'un tour
opérateur fictif dans un pays hypothétique. Passons à l'étape 4. Comment gérer les risques? Nous parlerons davantage des moyens de gérer le risque dans le cadre du cours 3. Dans les prochains transparents, nous allons voir comment gérer le risque lié à votre évaluation des risques. Donc, une partie de l'évaluation des risques consiste à décider de ce que vous faites avec les risques potentiellement acceptables et inacceptables. Nous pourrions décider de gérer le risque. Gérer le risque signifie d'analyser les moyens susceptibles de permettre de réduire la gravité de ce risque ou la probabilité. Donc, comme je vous le disais, nous en parlerons plus en détail au cours 3. Nous pourrions également décider d'éliminer le risque. Cela signifie qu'on élimine le risque en changeant ou en interrompant cette partie du voyage. Donc, par exemple, pour éviter le risque d'un accident de voiture, il faut cesser de conduire des véhicules. Ou nous pourrions accepter le risque. Cela signifie qu'on ne fera rien pour combattre le risque, mais qu'on l'accepte en s'assurant que notre assurance nous couvre en cas d'accident. La plupart du temps, on va opter pour la gestion du risque, parce que éviter le risque est souvent peu réaliste dans un voyage d'aventure. Mais d'habitude également, nous ne voulons pas simplement accepter le risque s'il existe des mesures permettant de le gérer. Après avoir décidé de gérer un risque, nous avons à décider ensuite des aspects suivants. Comment nous gérons le risque? Quelles sont les règles et procédures que nous voulons mettre en place pour réduire la gravité et probabilité du risque? Il faudra également décider de qui sera responsable de la gestion du risque sur le terrain. Le guide, le chauffeur, l'hôtel. Ensuite, nous devons décider où formaliser ces règles. Dans un système de gestion de risque normalisé, il est important de savoir où vous documentez vos règles. Il faut aller les mettre par écrit, quelque part. Retournons maintenant à notre exemple précédent pour voir à quoi tout ceci va ressembler. Commençons avec le premier exemple. Oubliez un client à l'aéroport. Vous voulez gérer, accepter ou éviter le risque. Eh bien, on ne peut pas éviter le risque parce que cela signifie qu'il faudrait éviter de récupérer les clients à l'aéroport. On ne peut tout simplement pas le faire. Nous ne voulons pas non plus simplement accepter le risque parce qu'il est d'une valeur de 3. Donc c'est un risque qui est simplement potentiellement acceptable et non pas directement acceptable. Donc nous allons décider de le gérer. Donc comment le gérer? Vous pouvez par exemple donner au guide une liste des clients et lui demander de faire l'appel des passagers avant le départ. Donc qui est responsable de gérer le risque sur le terrain? Le guide. La documentation? Où cette règle sera-t-elle consignée par écrit? Disons que cette règle sera formalisée dans le cadre des procédures opérationnelles normatives pour les guides. Nous parlerons de celle-ci plus en détail dans le cours 3. Passons maintenant au prochain exemple. Un client pourrait se faire des bleus dans la voiture. Voulons-nous gérer, accepter ou éviter ce risque? Comme il s'agit aussi d'un risque potentiellement acceptable, nous pouvons décider de comment le gérer. Comment gérons-nous ceci? Par exemple, le chauffeur et le guide pourraient rappeler à tout le monde de mettre leur ceinture de sécurité avant le départ. Dès lors qu'ils sont attachés, ils ne vont pas aussi facilement se retrouver bousculés entre les choses à l'intérieur du véhicule. Donc qui est responsable sur le terrain dans ce cas? Le chauffeur et le guide. La documentation, ces règles peuvent être formalisées dans des procédures opérationnelles normatives pour les chauffeurs et pour les guides. Passons maintenant au dernier exemple. Un accident automobile pourrait arriver. Il s'agit du risque le plus sévère des exemples. Nous ne voulons pas nous contenter de l'accepter, parce qu'il y a beaucoup de règles que nous pourrions mettre en place pour réduire la fréquence et la gravité de ce risque. De plus, notre assurance ne va pas tolérer des accidents successifs encore et encore. Donc nous ne pouvons pas non plus éviter le risque, car éviter le risque d'un accident de voiture signifie qu'on ne peut plus conduire de véhicule. Donc nous allons essayer de le gérer. Comment faire? Par exemple, le conducteur peut vérifier la sécurité du véhicule avant de partir. Mais ce n'est que l'une des choses qu'il peut faire. Il peut aussi respecter les règles de la circulation locale, prendre des pauses, etc. Donc, qui est la personne responsable sur le terrain? Le chauffeur. Documentation.
Ces règles peuvent être rédigées dans les procédures opérationnelles normatives pour les chauffeurs. Encore une fois, pour rappel, ceux-ci ne sont que des exemples et la façon de gérer un risque ainsi que de décider de qui est responsable peut varier considérablement dans vos pays et sociétés respectives. Donc, que se passe-t-il à présent une fois que nous avons géré ces risques? Eh bien, il faudra réévaluer les risques pour voir s'il y a des améliorations. Dans votre gestion des risques, vous devrez toujours faire une évaluation avant la gestion des risques et après la gestion des risques. Donc prenons un exemple, qui est le premier. Un client pourrait avoir été oublié à l'aéroport. Nous gérons le risque dans la phase précédente en fournissant au guide une liste des clients et on lui demande de faire un appel des noms avant de démarrer. La plupart des sociétés le font probablement déjà. Donc comment est-ce que cela affecte la gravité et la probabilité? Eh bien, cela ne réduit pas la sévérité. Le client demeurerait passablement mécontent qu'on l'ait oublié, donc la valeur reste de 2. La gestion des risques va néanmoins réduire la probabilité du risque, car le guide va s'assurer que tous les clients de sa liste sont bien là, de sorte que la nouvelle probabilité est de 1. 2 plus 1 égale 3. Cela reste un risque moyen qui est potentiellement acceptable, donc jaune, mais nous avons réduit le risque de 4 à 3. Maintenant, passons au client qui se fait des bleus dans la voiture. Nous avons géré ce risque en demandant au chauffeur et au guide de rappeler à tout le monde de mettre leur ceinture de sécurité. Cela ne va pas réduire la gravité des bleus, parce qu'on restera à 1 en termes de sévérité. La procédure de gestion de risque, néanmoins, va réduire la probabilité du risque. Donc si un client porte sa ceinture de sécurité, il sera moins enclin, par exemple, à se cogner la tête au plafond du véhicule. Donc la probabilité est réduite à 1. 1 plus 1 égale 2. Encore une autre amélioration. Finalement, voyons l'accident de voiture. Donc nous avons géré le risque en demandant au chauffeur de vérifier la sécurité de son véhicule avant le départ, respecter les règles locales de trafic, prendre des pauses, etc. Si un accident de voiture arrive, il sera moins sérieux car le véhicule dans l'ensemble respecte les critères de sécurité tels que les sièges fixés grâce à des ceintures de sécurité pour tous les clients, les airbags, etc. Donc nous allons lui donner une nouvelle valeur de 2. Et la probabilité globale de l'accident va aussi s'en retrouver réduite, parce que maintenant, il sera moins probable que notre chauffeur cause l'accident car il suivra les règles de trafic, les limitations de vitesse, etc. Donc disons que la nouvelle valeur est de 1. Les accidents de voiture n'auront lieu que rarement maintenant. 2 plus 1 égale 3. Nous avons également une amélioration ici. Maintenant, l'étape finale. Étape 5. Mettre à jour votre évaluation des risques et votre communication. Il faut essayer de mettre à jour votre évaluation des risques avant chaque haute saison, car c'est important. Vous pourriez avoir de nouveaux voyages avec de nouveaux risques ou découvrir de nouveaux risques dans d'anciens voyages existants. Il faut donc également vous assurer qu'il y ait une personne responsable de la gestion des risques dans votre société. De sorte que cette personne ait une vision globale de tous vos risques et vos activités de gestion des risques. Vous devriez également vous assurer que cette personne communique avec tout le staff sur les questions concernant la gestion des risques. Il ne sert à rien d'avoir un système de gestion des risques en place si seul le management en est au courant. Passons maintenant rapidement à nos tâches à faire à domicile. Le second devoir consiste à remplir un formulaire d'évaluation pour tous les risques de vos voyages et services au sein de votre société. Si vous le désirez, vous pouvez télécharger la grille standard d'évaluation sur notre site internet. Dans ce document, vous pourrez remplir les colonnes de A à E. Vous pourrez remplir les colonnes de F à L après avoir assisté au cours 3. Veuillez nous renvoyer votre devoir à ce courriel riskmanagementfortourism@gmail.com. Vous avez également tout loisir de nous envoyer vos questions et remarques. Ce matériel didactique provient de ces références. Merci de votre attention.